Bonjour et bienvenue dans ce débat depuis le Parlement européen de Strasbourg, les Paradise Papers, un joli nom pour désigner une réalité qui l'est tout de même un tout petit peu moins. Nouveau scandale donc de l'évasion fiscale mis à jour, comme vous le savez, par un consortium de médias internationaux. On en parle avec vous, Eva Joly. Bonjour, vous êtes députée Vert, Alliance Libre Europe. Emmanuel Morel, vous êtes député socialiste et démocrate. Merci d'être avec nous aussi. Bonjour. Et Patrick Le Yarrick, vous êtes député Gauche unitaire européenne, Gauche verte nordique. Merci à vous également d'être là. Alors, on ne va pas revenir sur les détails de ces révélations, puisque tout le monde les connaît à peu près. Le groupe, le consortium international de journalistes, s'est basé sur une somme considérable de documents financiers, 13 millions de documents, qui ont mis à jour des stratégies d'évitement, d'optimisation fiscale. On va essayer d'employer les bons termes, qui sont utilisés aussi bien par les entreprises que par des particuliers. On a entendu des noms circuler, Apple, Nike, Lewis Hamilton, la reine d'Angleterre, Total, Bernard Arnault, Dassault, etc. Avec des sommes soustraites qui sont quand même, vous allez nous le dire, mais quand même très importantes. On parle de 350 milliards d'euros, 120 milliards pour l'Europe, 20 milliards pour la France, c'est tout de même des sommes. Alors, on va entrer dans le détail de tout ça, mais j'allais dire que, est-ce qu'on peut parler tout de suite de la manière dont d'abord vous avez réagi, et dont vous avez ressenti les effets dans l'opinion de ce énième scandale, entre guillemets, de l'optimisation fiscale. Est-ce que vous ne pensez pas quand même qu'on est à un point de saturation sur cette question et que les gens nous le renvoient, vous le renvoient, ça, Eva Joly? Je pense que l'opinion publique est devenue très consciente de l'enjeu, ce qui est relativement nouveau. Moi, ça fait 25 ans que j'essaye de parler de ce sujet et au début, j'étais bien seule. Donc là, maintenant, c'est mainstream. Évidemment, on peut avoir un effet de dégoût parce que les scandales se succèdent et l'opinion a l'impression que rien ne change. Et c'est là où j'ai envie de dire que ça, ce n'est pas vrai. Que depuis LuxLeaks et Panama Papers, le Parlement et la Commission, nous avons beaucoup travaillé. À la suite des recommandations Taxe 1 et Taxe 2, la Commission a proposé, par exemple, de réguler les intermédiaires. C'est actuellement en cours de discussion. Ils ont proposé le country by country reporting que le Parlement a voté mais qui reste bloqué au Conseil. Ils ont proposé le texte qui à lui tout seul réglerait les 350 milliards d'évitement fiscal par les multinationales, qui est l'ACCIS, l'assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés. Nous sommes en train de travailler dessus, mais nous savons d'ores et déjà que si on utilise un fondement impôt, il faut l'unanimité et que les 6 pays usual suspects vont le bloquer. Donc il faut changer le fondement juridique, passer à l'article 116 du traité qui permet, si c'est une distorsion de la concurrence, de passer en codécision et à la majorité simple. C'est ça qu'il faut faire. Parce que si nous ne réglons pas le problème maintenant, moi, je pense que ça augure très mal de l'avenir de l'Europe. C'est ça. Alors, on va reparler en détail des points que vous venez d'aborder. Emmanuel Morel, tout de même, dans ses effets sur l'opinion, vous le ressentez, vous en entendez parler, bien entendu. Ce sentiment dont parlait Eva Joly, que finalement, pas grand-chose ne change. Est-ce qu'il est prégnant? Il y a incontestablement de la lassitude, puisque les scandales se succèdent. Sur des sommes colossales. Sur des sommes même inimaginables pour la plupart des gens. Il y a une colère, et moi je trouve que ce qui est intéressant dans ce qui est en train de se passer, c'est que cette colère, il faut l'utiliser, il faut lui donner un débouché politique. Et la première chose, c'est déjà, il faut désigner les coupables et les complices. Les coupables, c'est évidemment les bénéficiaires, c'est-à-dire les entreprises, mais aussi les ultra-riches, qui ont certes un vernis de respectabilité, mais qui en réalité se comportent comme des bandits de grand chemin, il n'y a pas beaucoup de différence. Mais les coupables aussi, Eva vient d'en parler, ce sont toutes les intermédiaires, les cabinets d'avocats, les conseils, les banques, qui organisent une véritable industrie de l'évasion fiscale. Et qui d'ailleurs le font main dans la main avec des micro-juridictions qui n'ont ni foi ni loi, tous ces petits États dont on parle, qui ne sont même pas des États, des territoires,
Ça, c'est les coupables. Et nous, notre rôle, c'est aussi de les montrer du doigt. Le naming and shaming, c'est ça aussi. Mais il y a aussi des complices. Et parmi les complices, il y a les États, et certains États européens. Parce que la réalité, c'est que nous ne découvrons rien. Eva l'a dit, elle, son combat, c'est plusieurs décennies, mais nous ne découvrons rien. La difficulté, c'est qu'on a des solutions. On a des solutions. Et d'ailleurs, le Parlement en a voté et en a mis sur la table. Mais il y a des États qui bloquent. Et j'irai même plus loin. Il y a des États qui, aujourd'hui, versent des larmes de crocodile, mais qui, en réalité, ont encouragé l'opacité fiscale. Au point que vous avez une situation complètement abracadabrantesque, c'est-à-dire qu'on n'arrive même pas à dresser une liste des paradis fiscaux. On va y revenir sur donc, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que cette colère populaire, elle est réelle. Et à nous de l'utiliser, à nous parlementaires de l'utiliser pour créer un rapport de force. Et la vérité, c'est que les choses sont quand même en train de bouger. Ça ne se voit pas immédiatement, mais les choses sont quand même en train de bouger dans les esprits, puisque même dans la droite européenne, ils commencent à se rendre compte que ça ne peut pas continuer comme ça. Patrick Le Yarrick, votre réaction à ça également, et la manière dont vous percevez, la manière dont c'est perçu dans l'opinion, au moment où en même temps, prenons le cas de la France, même si on est dans un cadre européen, on demande à tout le monde, et notamment aux moins riches, de faire des efforts. La nouveauté, c'est comme sur 2 ou 3 autres sujets, à mal mondial, à problème mondial, il y a une nouvelle conscience mondiale. Et ça, c'est quelque chose d'assez positif par rapport à ce qu'on a connu précédemment. Maintenant, il faut faire attention que tout ceci ne dégénère pas ou n'accrédite pas ou ne conforte pas l'idée selon laquelle les responsables politiques sont strictement impuissants. Parce que la litanie de la liste des révélations fait que les gens peuvent considérer à un moment ou à un autre qu'il ne se passe rien. C'est que vous voyez bien les choses se passer, mais vous ne faites rien. Ou vous faites semblant de légiférer, et ça continue, puisque c'est effectivement une industrie, ça s'appelle même l'industrie financière, et on ne combat pas cette industrie financière par la libre circulation du capital, comme cela est inscrit au fronton de tous les traités européens. Alors on a vu une ligne de défense se renforcer, elle existe depuis longtemps, mais c'est renforcée là encore une fois, qui consiste à dire, mais après tout ça c'est pas illégal finalement, circuler, il n'y a pas grand-chose à voir. C'est quoi, du cynisme ça? En détail, sur le détail. Position-là, moi, je pense qu'il y a beaucoup de ces montages qui ne sont pas légaux parce que dans tous les États membres, l'abus de droit est interdit. C'est-à-dire que si vous faites un montage dont le seul objectif est de ne pas payer d'impôts, cela est illégal. Mais c'est sûr que les lois ne sont pas assez précises et ne sont pas assez larges pour complètement l'empêcher. Et donc, à la prétention ceci est légal, il faut répondre, il faut changer les lois. Et c'est donc ça que nous sommes en train d'essayer de faire ici au Parlement européen. Et je dois dire, avec la Commission. La Commission n'a jamais, jusqu'à maintenant, je veux dire, c'est la première période où elle propose autant de textes qui peuvent combattre les paradis fiscaux. Emmanuel Morel, donc l'Europe, c'est la bonne échelle pour s'occuper de cette question. Les autres échelons, les échelons nationaux ne seraient pas suffisants. Et 2, réellement, il y a une volonté, on la sent, elle se manifeste concrètement, réellement, au sein des institutions de l'Union européenne, Commission comprise, pour que ça avance, pour qu'on avance dans ce domaine-là. C'est votre sentiment aussi? Alors l'échelon européen il est évidemment pertinent, ça n'empêche pas de faire des choses dans notre propre pays, la France. Il y aurait beaucoup de choses à améliorer, ne serait-ce que pour commencer à combattre résolument l'évasion fiscale, parce que ça c'est du vol, et même l'optimisation fiscale, parce qu'on dit les frontières de la légalité, en réalité, dans le droit français par exemple, si votre montage il a pour seul but l'optimisation fiscale, c'est pas légal. On joue sur les mots. Donc quand les rares avocats de ces montages nous expliquent avec des chiffres et des références à l'appui qu'on est à la frontière de la légalité, mais qu'on y est quand même, ça mérite largement d'être vu. Après, bien sûr, il y a plein de changements législatifs à opérer. Et en effet, ça c'est incontestable, il y a une prise de conscience des institutions. Le problème, c'est que le passage entre la prise de conscience
Et la prise de décision, pour l'instant, est complexe. Mais en ce qui concerne le Parlement européen, parce que nous on est parlementaires européens, incontestablement il y a la volonté d'aller vite et de taper fort. La Commission, il y a des contradictions dans la Commission, parce qu'en même temps, il ne faut pas se raconter d'histoire, il y a des commissaires qui sont ultra-libéraux, qui n'ont jamais eu des mots très durs pour ça. Encore que les libéraux authentiques, d'une certaine façon, regardez Vestager par exemple, comme elle considère que c'est une distorsion de concurrence, finalement, le dossier Apple par rapport à l'Irlande, c'était assez étonnant dans une commission qui est quand même orientée à droite, donc ça existe. Mais le vrai problème, je le répète, c'est qu'il y a des États au sein de l'Union européenne qui font leur beurre de l'optimisation fiscale ou de l'évasion fiscale. On les dénonce, on les connaît. Aujourd'hui, dire que le Luxembourg ou les Pays-Bas ou l'Irlande bénéficient de il y en a d'autres, de ces dispositifs, c'est incontestable. La réalité, c'est que si on n'est pas capable de créer un rapport de force, et là il faut s'appuyer aussi sur les opinions suffisamment conséquents, on n'y arrivera pas. Patrick Le Yarrick, vous en parliez tout à l'heure de cette difficulté finalement de faire comprendre de ne pas laisser, disons, le terrain aux populistes, on va le dire génériquement, sur ces questions-là. C'est aussi vrai en ce qui concerne ce que vous venez de dire, Emmanuel Morel. C'est aussi vrai de ce point de vue-là. On dit, tout le monde le sait, il y a des paradis fiscaux dans l'Europe. Il y a quelque chose d'incompréhensible pour les gens. Mon problème n'est pas de laisser le terrain au populisme, mon problème est de ne pas laisser le terrain à la décivilisation. On est en train de déciviliser le monde. Pourquoi ? Parce que tout le monde voit très bien que dès lors que ceci est peu ou prou toléré, y compris dans les États membres de l'Union européenne, d'abord on fait pression sur les salaires des travailleurs, sous couvert qu'il n'y aurait pas d'argent des profits. Ensuite, on ne paye pas son tribut aux États, c'est-à-dire aux biens communs. On laisse monter des dettes. Ce sont les mêmes qui font monter la dette qui récupèrent de l'argent avec l'intérêt de la dette. On diminue les services publics, ainsi de suite. Autrement dit, on est en train de fabriquer un monde qui, aujourd'hui, n'a plus rien à voir ni avec la justice ni la démocratie. Mais il ne suffit pas de dire ça. Quand nous avons chacun des gouvernements qui est dans la compétition fiscale, dans la concurrence fiscale, et comme on fait ce qu'on vient de faire dans le budget de l'État français, on baisse l'impôt sur les sociétés au nom de cette même compétitivité. On fait une flat tax, on diminue l'impôt sur les fortunes. Qu'on le veuille ou non, c'est un mécanisme complet, cohérent qui est à l'œuvre et qui vise à exonérer ceux qui devraient payer plus de contributions aux biens communs à ne pas le faire. C'est ce qui est exactement ce qui est en train de se passer. Et donc, il faudrait une initiative, certes européenne, de grande ampleur, avec la mobilisation des peuples, mais vraisemblablement, il faudrait, comme on a fait pour la conférence sur le climat, une conférence mondiale sur une fiscalité qui permette à la civilisation demain de fonctionner. Sinon, tout ceci ne tiendra pas. Bien sûr. Revenons avec... Non, allez-y, je vais vous lire, Germain. Il y a une idée, n'est-ce pas? C'est que le Paradise Papers montre que beaucoup d'anciens territoires d'outre-mer anglais sont responsables dans le dossier Paradise Papers, plus les îles du Canal, l'île de Man. Et donc, nous pouvons mettre comme condition pour le UK, pour avoir accès au marché unique, qu'il règle ce problème-là. Plus largement, moi j'aime beaucoup l'idée de conditions. Je crois d'ailleurs qu'on devrait instaurer de la conditionnalité fiscale partout où on passe des accords, notamment des accords commerciaux. Parce qu'aujourd'hui, déjà, il y a un activisme débridé de la Commission en matière de négociation internationale, mais surtout, elle oublie généralement de mettre des conditions, alors même qu'on s'apprête à contractualiser avec des pays qui ne respectent en aucun cas l'idée qu'on se fait de la justice fiscale. Ouais. J'aime beaucoup l'idée de Patrick Le Yarrick sur la décivilisation. Ouais. Vous savez, il y avait un secrétaire d'État au Trésor de Roosevelt qui disait « L'impôt, c'est le prix à payer pour une société civilisée ». Et c'est évident. Et il y a autre chose, mais ça, nous qui sommes de gauche, ça devrait nous rassurer. La plupart des révolutions commencent toujours dans le rapport à l'impôt. Ouais. Quand il y a une trop grande injustice fiscale, quand les gens se rendent compte qu'il y a vraiment deux poids, deux mesures, alors les peuples se mettent en mouvement.
Et de ce point de vue-là, moi je crois, puisqu'on est tous les trois de gauche, et que je pense que la gauche a singulièrement un rôle à jouer dans cette affaire, je pense que c'est un mot d'ordre, un combat commun sur la question de la fiscalité des multinationales. C'est Européen, mondial, mais en tout cas c'est vraiment un chantier qui doit tous nous animer. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure, Patrick Le Hiéré, quand on en parlait, c'est un mot d'ordre politique à l'heure actuelle, transnational, cette question de lutte contre l'évasion fiscale qui peut être comprise et reprise par une partie importante de la population. Ben, moi, je crois qu'on est au point où nous en sommes aujourd'hui, on est contraint de passer par là. Pourquoi ? Parce que on fait de l'austérité à la puissance XXL en privant les gens des biens communs. On les fait payer de différentes manières, alors que l'argent, il est ailleurs. Si on n'est pas sur une nouvelle répartition des richesses, une nouvelle manière de les produire, mais en même temps une nouvelle répartition des richesses dans les sociétés vont devenir invivables. C'est aussi important que les modifications climatiques, ce qui est en train de se passer là. Et donc il faut porter ce débat-là extrêmement haut. Et évidemment, ça pose une question à certaines gens, c'est que ça met en cause le système capitaliste financiarisé et mondialisé, c'est sûr. D'autant qu'à contrario, on ne va pas rentrer dans ce débat-là, mais d'autant qu'à contrario, il y a des théories qui disent qu'après tout, la caste dominante ou l'oligarchie, on l'appelle comme on veut, peut très bien vivre à l'écart de la société en ne versant pas sa quote-part à ce dont vous êtes en train de parler, à savoir les services collectifs. Elle peut très bien s'extraire finalement de la collectivité. C'est une théorie, c'est leur rêve. C'est ça. Et une partie de la réalité. C'est d'ailleurs une partie de la réalité. Oui, mais là, justement, la démocratie rattrape normalement genre de tentation, mais pourvu qu'il y ait une mobilisation. Eva Joly, on va peut-être avancer sur des questions peut-être un peu techniques, un peu complexes, mais tout de même, où est-ce qu'on en est au niveau de ce qui se discute au niveau européen pour faire comprendre que des choses, vous l'avez dit tout à l'heure, vous l'avez abordé, mais pour faire comprendre que des choses malgré tout se passent, qu'il y a une volonté, qu'elle est complexe, qu'elle est technique, etc., qu'elle demande des consensus, etc., mais qu'elle est bien en marche tout de même. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, les multinationales, elles ne sont pas taxées unitairement. Chaque filiale d'une multinationale est taxée séparément. Et par exemple, Veolia, elle a 2600 filiales et il n'y a que 100 d'entre elles dont nous avons les informations parce que justement, il n'y a pas le country-by-country reporting. Pour le reste, on ne sait pas, oui. Donc le texte actuellement sur lequel nous travaillons, l'AXIS, qui consiste donc à taxer la multinationale unitairement. Veolia serait taxée et ensuite nous répartirons l'impôt entre les différents pays selon des critères qui sont dans le texte. Et parmi ces critères, le Parlement a ajouté l'industrie informatique, les e-industries, pour capter aussi la richesse Apple, Google, et où la part de chaque pays va dépendre du nombre de contrats passés à partir de notre territoire. Très souvent, on le voit parce qu'il y a le suffixe FR pour France ou IT pour Italie, etc. Ceux-là seront attribués au pays de l'origine des connexions, mais également la valeur des renseignements personnels collectés qui sont transformés en publicité. Donc les moyens existent de taxer aussi l'e-industrie. Ce n'est pas techniquement ni financièrement impossible. Non, ce n'est pas impossible. Et donc nous travaillons sur ce texte. Et là, je trouve que la bonne nouvelle, c'est que là, nous avons un rapporteur PPE, Alain Lamassoure, pour l'AXIS, et un socialiste, M. Tang, pour la définition de ce que c'est que l'assiette pour une multinationale. Il y a une assez grande convergence de vues. Et là, j'ai la liste des amendements et je suis confiante que nous allons avoir de très bons compromis. Donc le problème n'est pas au niveau du Parlement, c'est transpolitique. Nous allons faire un très beau texte qui réglerait le problème. C'est après, c'est une fois que le texte est voté, comme nous sommes
sur le terrain de la fiscalité et donc l'unanimité au Conseil, on peut anticiper que ni l'Irlande, ni les Pays-Bas, ni le Luxembourg, ni le Malte, ni le Chypre ne vont le voter. Et donc c'est là où il faut que Jean-Claude Juncker ait le courage politique de dire c'est une question trop importante et qui donc perturbe la compétition et je passe en co-décision. L'article 116, il mécontenterait quelques dizaines de millions de personnes qui vivent dans ces pays, mais qui sont très minoritaires par rapport aux autres États membres. Donc je pense que cette solution existe. Jean-Claude Juncker l'a promis. Il est venu devant la commission PANA et à une question posée par Sven Giegold, il a répondu qu'il n'hésiterait pas à passer en codécision. Vous y croyez également? Vous croyez également qu'il y a d'autres mesures qui aujourd'hui sont importantes pour avancer dans ce sens-là? Incontestablement, mais là où Eva Joly, c'est l'ACCIS, c'est l'assiette commune consolidée de l'impôt sur les sociétés, c'est une base à partir de laquelle il faut partir. Le reporting pays par pays, il faut qu'il soit public. Parce que jusqu'à maintenant, les administrations fiscales ont accès à ces dossiers, elles peuvent se les échanger, mais ce qui compte, c'est que les citoyens, les ONG, les avocats spécialisés là-dedans puissent avoir accès aux documents. Dernier point, et c'est là, moi, je serai rapporteur de ce texte dans quelques jours, c'est la question des intermédiaires. C'est-à-dire aujourd'hui, vous avez des montages fiscaux extrêmement complexes. Il faut qu'on ait accès à ces montages avant même qu'ils soient mis en œuvre, que les administrations fiscales puissent les autoriser ou non, et qu'il puisse y avoir échange automatique d'informations entre administrations fiscales. Ça paraît technique, mais c'est très faisable et très simple. Hein, j'insiste là-dessus parce qu'il faut mettre sous surveillance les intermédiaires et les obliger. Évidemment, il y en a certains qu'il faut punir, il y a des montages qu'il faut interdire, ça j'en suis persuadé, et de toute façon il faut les mettre sous contrôle. Et là, à ceux qui disent c'est pas possible, la vérité c'est qu'au contraire c'est très simple. Mais il faut la volonté politique. Je ne sais pas si Juncker le fera. Le commissaire Moscovici s'y engagé aussi quand il était venu devant la commission des affaires économiques. En tout cas, ça me paraît une étape absolument nécessaire. J'ajoute un point, mais ça c'est plus personnel. Moi je pense qu'il faudra très rapidement mettre en place un taux minimum effectif d'impôt sur les sociétés. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des pays où l'impôt sur les sociétés réel, il est autour de 2%, voire même moins, voire quasiment à zéro. Et c'est évidemment les multinationales qui en profitent. Donc là aussi, on revient sur l'injustice. Quand vous avez une PME en France qui paye 24 ou 28% d'impôt sur les sociétés et McDonald's qui paye moins de 2% dans certains pays, évidemment, c'est pas possible. Bien sûr. Patrick Le Yarrick, d'autres points un peu techniques comme ça qui vous semblent indispensables à l'heure actuelle pour essayer de faire avancer tout de même cette lutte contre l'évasion fiscale. Qu'est-ce que vous y voyez d'autre? Non, il y a ces dispositions-là, il y a toutes les dispositions qui liées aux sanctions qu'on pourrait prendre. D'ailleurs, des sanctions se mettent en place, par exemple, aux États-Unis, que nous n'utilisons pas ici, qui sont très, très, très violentes. Pourtant, des États-Unis, il y a beaucoup à dire, même en matière de paradis fiscal. Il y a la transparence, ce qui vient d'être dit, ça, ce sont des mesures immédiates à prendre. Mais je pense que ça ne suffira pas. Il faut continuer la bataille sur la juste contribution de chacun à la contribution générale, c'est-à-dire à l'impôt et au budget des États, au budget collectif. Donc ça veut dire concrètement, ce que vous dites là, vraiment un débat, instruire, qu'on ne reste pas simplement au niveau des institutions européennes, mais instruire un véritable débat citoyen autour de cette question de l'évasion fiscale, qui commence à faire beaucoup quand même dans l'opinion. Oui, la question est mûre et je crois que si nous n'arrivons pas maintenant à régler le problème, il y aura une très grande déception et les dégoûts de l'Europe seraient une des conséquences. Je pense très important dans le texte sur lequel Emmanuel va être rapporteur, c'est de déclarer pourquoi vous avez besoin d'avoir recours à un paradis fiscal. Parce que si ce n'est pas interdit, si ce n'est pas pour ne pas payer d'impôts, il va falloir nous expliquer pourquoi vous y allez. Bien sûr. Moi, je vois quand même un sujet d'espérer. C'est-à-dire, vous l'avez dit très justement, hein, ça s'est diffusé largement dans l'opinion publique, ce dégoût. Mais il faut l'utiliser positivement. Et j'ai envie de dire, de la même façon que nous sommes parvenus à faire échec
à une négociation qui était quand même la négociation du TTIP entre les États-Unis et l'Europe. Et c'est parce que des ONG, des responsables politiques, des journaux, des citoyens se sont mobilisés qu'à un moment... On n'a pas réussi sur le CETA, cela dit. On n'a pas réussi. Attendez, c'est pas fini. Oui. Il y a la ratification des parlements nationaux. C'est pas fini. Oui, C'est pas fini. oui. Et il faut continuer le combat justement. À l'Assemblée nationale, c'est pas encore passé. De la même façon qu'il y a eu cette mobilisation, alors là pour le coup transnationale, européenne et même aux États-Unis, on peut faire la même chose sur l'évasion fiscale parce que la réalité des chiffres, la réalité de l'injustice est tellement criante qu'à un moment, ça va au-delà des clivages politiques traditionnels. Et c'est ça qui est positif. Merci beaucoup à vous. Merci à vous qui nous avez suivis. Et puis ne manquez pas deux autres débats qui auront lieu que vous retrouverez sur le site de humanité.fr. Un débat notamment sur le glyphosate et un débat sur la COP 23. Merci à vous, au revoir, merci à vous, à bientôt. Merci.